Et si la vraie indépendance ne se gagnait pas dans la rue, mais se jouait sur un écran? Imaginez un empire bâti non sur les chars, mais sur une équation. Pensez à une domination qui ne se manifeste pas par la présence de soldats, ni par des drapeaux étrangers flottant sur les palais présidentiels. Non, cette domination-là est plus subtile, plus insidieuse, et d'autant plus puissante qu'elle se dissimule derrière la routine des échanges quotidiens. Depuis plus d'un demi-siècle, une logique silencieuse façonne la vie de millions d'Africains. Le dollar, ce simple papier frappé à Washington, impose ses règles jusque dans les marchés de Dakar et de Lusaka. Il ne fixe pas seulement le prix du cacao ou du pétrole. Il décide de ce que vaut la souveraineté, de qui peut rêver, de qui doit attendre. Pour mieux saisir, imaginez une scène ordinaire dans un marché de Bamako. Un commerçant vend du coton, mais le prix auquel il le cède à un acheteur ivoirien dépend d'un taux de change établi à des milliers de kilomètres, à New York. Même un enfant qui achète un bonbon à Conakry paie, indirectement, le prix fixé par la logique du dollar. Cet empire n'a pas besoin de conquérir par la force. Il infiltre chaque échange, chaque taux de change, chaque prêt conditionné à des promesses, chaque contrat dicté de loin. C'est un lien invisible qui attache Accra, Kinshasa ou Nairobi à la réserve fédérale américaine, même pour acheter ce que l'on produit chez soi. Prenons un exemple concret. Une entreprise camerounaise souhaite acheter des machines agricoles à son voisin nigérian. Plutôt que de payer directement en francs CFA ou en ERA, elle doit convertir sa monnaie en dollars, puis le dollar en ERAS. À chaque étape, des frais, des délais, des risques de change. Cette aberration freine le commerce, étouffe la croissance et enrichit les banques étrangères. Mais une faille s'ouvre. Hors des regards, une révolution silencieuse naît. DRPP. Pour la première fois, des millions d'Africains, répartis dans 21 nations, peuvent commercer, investir, créer de la valeur, sans passer par New York, ni quémander l'aval de Washington. Un simple clic, et l'ordre établi vacille. Imaginez, au cœur de Nairobi, une start-up qui vend ses services à Addis Abeba. Grâce à la plateforme DRPP, le paiement transite instantanément, sans conversion vers une monnaie étrangère. Soudain, la barrière invisible du dollar s'effondre. DRPP n'est pas qu'une technologie. C'est l'annonce d'une rupture profonde. C'est la possibilité pour l'Afrique d'écrire ses propres lois, de définir sa richesse, d'avancer sans permission ni intermédiaire. Transaction après transaction, code après code, la souveraineté se bâtit, loin des chaînes invisibles du dollar. Le danger? Rester prisonnier d'une logique venue d'ailleurs, laisser filer la chance de construire une indépendance authentique et durable. Ignorer ce tournant, c'est risquer que la dépendance revienne, déguisée sous de nouveaux masques numériques. Pour saisir la portée de cette révolution, il faut remonter à la source. Comment le dollar a-t-il pris le pouvoir sur l'Afrique jusqu'à dicter les gestes les plus quotidiens? Pour comprendre cette domination monétaire, il faut revenir au commencement, là où tout s'est joué. Retour sur l'histoire d'une conquête silencieuse, orchestrée billet après billet. L'indépendance a changé les drapeaux, mais pas les règles du jeu. Les hymnes retentissaient, les frontières se redessinaient, mais dans l'ombre, la même logique persistait, celle du dollar américain. Donnons un exemple historique. En 1960, le Ghana proclame son autonomie. Les manuels scolaires s'écrivent en langue locale, les dirigeants africains paradent dans de nouveaux costumes. Mais, dans les coulisses, la Banque du Ghana continue de mesurer ses réserves en dollars, cherchant sans cesse l'approbation des marchés occidentaux. Tout a basculé après la Seconde Guerre mondiale. À Bretton Woods, le dollar est devenu la monnaie de référence mondiale. Cette décision, prise à des milliers de kilomètres de l'Afrique, a imposé un nouvel ordre. Du cacao ghanéen au cuivre zambien, c'est le billet vert qui fixait la valeur de la richesse africaine. Prenons l'exemple du cuivre zambien. Sa valeur était décidée à la Bourse des métaux de Londres, mais le règlement se faisait en dollars. Chaque tonne exportée enrichissait d'abord les institutions financières étrangères. Pour de nombreux pays africains, fraîchement indépendants, la priorité était la stabilité. Les monnaies nationales, les réserves et même la crédibilité économique se sont retrouvées adossées au dollar.
Un réflexe de survie face à l'incertitude, mais aussi une dépendance invisible qui s'est profondément enracinée. Dans ce système, la légitimité économique n'était jamais locale. Elle dépendait d'une validation extérieure, souvent orchestrée par des banques à Londres ou New York, et par des institutions internationales. Avoir des réserves en dollars était un gage de sérieux, mais aussi un piège qui verrouillait l'autonomie véritable des États. La domination occidentale ne se manifestait plus par la force des armes, mais par la subtilité des systèmes financiers. Plus besoin de soldats pour contrôler un pays, la monnaie, le crédit, la dette et la confiance internationale devenaient les chaînes modernes. La richesse produite sur le continent, minerais, pétrole, agriculture, empruntait des circuits où chaque transaction devait passer par des centres de validation occidentaux. À chaque étape, les bénéfices étaient siphonnés par des frais de change, des commissions bancaires et des règles dictées loin des réalités africaines. Par exemple, la Côte d'Ivoire, principal producteur mondial de cacao, voyait ses recettes passer par des banques en Suisse ou au Royaume-Uni, qui imposèrent des marges et retardèrent les paiements aux producteurs locaux. Cette illusion de liberté, entretenue par la multiplication des symboles nationaux, masquait une vérité plus dure. Pendant des décennies, la prospérité a glissé entre les doigts de l'Afrique, happée par des systèmes conçus pour la maintenir en périphérie. Des talents ont été gaspillés, des générations entières contraintes de rêver ailleurs, tandis que l'avenir collectif était placé sous tutelle. Ce jeu d'apparence et de dépendance structurelle a coûté cher. Derrière l'indépendance politique, la souveraineté économique restait différée, hypothéquée par un système mondialisé où le dollar demeurait roi. Mais aujourd'hui, quelque chose bouge sous la surface. Une révolution silencieuse s'esquisse, portée par de nouveaux outils numériques. Et si la plus puissante chaîne de l'Empire était tissée non de fer, mais de feuilles de calcul? Depuis des décennies, les uniformes ont cédé la place à la souveraineté des chiffres. La monnaie et les flux financiers, invisibles mais intransigeants, sont devenus les véritables instruments du pouvoir. L'Afrique crée sa propre richesse, mais chaque transaction internationale, jusqu'ici, devait passer par des banques étrangères qui imposèrent leurs lois à chaque étape. Imaginez un producteur de cacao au Ghana, un exportateur de cuivre en Zambie, une raffinerie de pétrole au Nigeria. À chaque échange, jusqu'à 12% de la valeur disparaît en frais de conversion, commissions bancaires, contrôle imposé par des intermédiaires situés à des milliers de kilomètres. Année après année, près de 89 milliards de dollars s'échappent ainsi du continent, happés par ce système invisible et implacable. Prenons le cas du cobalt congolais, si précieux dans l'industrie des smartphones. De la mine à la livraison, le paiement traverse des banques occidentales qui prélèvent leur part. Au final, l'État congolais touche bien moins que la valeur réelle de ses ressources. Mais la dépendance ne s'arrête pas là, elle se resserre à travers la dette. Les prêts, toujours libellés en dollars, se transforment en pièges. On exporte des milliards de ressources, mais la facture s'alourdit sans cesse. En Zambie, la dette extérieure atteignait 14 milliards de dollars à la fin des années 1990, alors qu'hôpitaux et écoles manquèrent de tout. Au Nigeria, sur 2 décennies, plus de 100 milliards de dollars de recettes pétrolières n'ont pas permis d'endiguer l'inflation ni la dévaluation, laissant la prospérité hors de portée. Derrière ces chiffres, une vérité brutale s'impose. L'économie réelle africaine demeure soumise à la validation occidentale. La légitimité d'une monnaie, la confiance dans un État, tout semble encore dépendre de l'approbation venue de New York, Londres ou Paris. Même les réserves de change, patiemment accumulées, dorment dans des banques étrangères, tandis que les urgences locales restent sans réponse. Pourtant, la chaîne la plus tenace n'est pas seulement financière, elle est mentale. Longtemps, la réussite n'a eu de valeur qu'une fois reconnue à l'étranger. Comme si la prospérité devait être estampillée par l'Occident pour exister. Cette dépendance psychologique a freiné l'audace, étouffé l'innovation locale, enfermé une génération entière dans l'attente d'un feu vert venu d'ailleurs. Mais, lentement, une prise de conscience émerge. Une nouvelle génération d'économistes, de technologues, d'entrepreneurs interroge « Pourquoi la richesse créée ici doit-elle être validée là-bas ? Pourquoi la jeunesse la plus connectée du globe continuerait-elle à obéir à des logiques héritées d'un autre siècle ?»
De cette lucidité naît une intuition décisive. L'émancipation ne viendra pas de la confrontation, mais de la réécriture des règles du jeu. Le risque est immense. Rester prisonnier de ces chaînes invisibles, voir la richesse s'échapper et laisser l'avenir se décider ailleurs. Mais une fissure apparaît, une alternative inédite se profile. Un nouveau scénario s'écrit alors, porté par la technologie. L'émergence des paiements digitaux intra-africains bouleverse la donne. Pour la première fois, le continent peut rêver de transactions libres, rapides et souveraines. Prenons le cas du Digital Regional Payment Platform, ou DRPP, adopté récemment par la région COMESA. Pour la toute première fois, ce système permet des règlements instantanés, locaux, entre pays africains, sans passer par le dollar ni par une banque new-yorkaise. Chaque transaction devient une victoire tangible sur l'ancien ordre, chaque échange nourrit l'autonomie régionale. Les effets sont déjà frappants. Les coûts de transaction chutent, parfois divisés par 10. Pour les petites entreprises, les producteurs de cacao, de cuivre ou de café, longtemps étouffés par les frais bancaires internationaux, l'accès au marché voisin n'a jamais été aussi simple. L'inclusion cesse d'être un slogan pour devenir une expérience vécue par des millions de familles. Prenons une PME ougandaise spécialisée dans les équipements solaires. Elle peut désormais vendre à ses voisins kenyans ou tanzaniens sans subir les délais et les frais liés à la conversion en dollars. Le gain est immédiat. Plus de rapidité, plus de marge, plus d'opportunités. Mais la révolution va bien au-delà de l'économie. Désormais, la participation supplante la permission. Du jeune entrepreneur au petit agriculteur, chacun peut rejoindre le circuit sans l'aval d'un tiers étranger. La dignité économique s'impose, portée par la capacité nouvelle de créer, d'échanger et de prospérer depuis chez soi. Cependant, l'ombre des fractures plane. L'accès au numérique reste profondément inégal. Là où la connexion est absente ou la technologie hors de prix, la fracture numérique menace d'exclure ceux qui auraient le plus à gagner de ce système. Un continent libéré du dollar, mais divisé par la technologie, risque de voir surgir d'autres formes d'exclusion, aussi brutales que les précédentes. Par exemple, dans certaines régions rurales du Niger ou du Mozambique, l'accès à Internet reste un luxe. Sans infrastructure, même la meilleure plateforme de paiement restera hors de portée des paysans et des artisans locaux. Plus insidieux encore, un autre front s'ouvre, la souveraineté technologique. Qui maîtrise le code, les serveurs, les algorithmes? L'Afrique a-t-elle vraiment la main sur ces outils ou risque-t-elle d'échanger une dépendance monétaire contre une soumission digitale? L'indépendance financière pourrait cacher une nouvelle servitude, gravée dans les logiciels et les infrastructures contrôlées à distance. Regardons l'exemple de l'Inde, qui a développé son propre système de paiement, l'UPI, géré localement. Cette indépendance technologique lui a permis de bâtir un écosystème résilient et adapté à ses besoins. L'Afrique doit suivre une trajectoire similaire en s'assurant de la propriété et de la gouvernance de ses plateformes. La véritable bataille se joue alors collectivement. Adopter de nouveaux outils ne suffit plus. Il faut réinventer les règles, s'assurer que chaque citoyen trouve sa place, que la gouvernance des données ne répète pas les erreurs du passé. La souveraineté numérique n'a de sens que si elle s'accompagne d'une inclusion durable et d'un contrôle local. Concrètement, cela signifie investir dans la formation de développeurs locaux, créer des data centers africains, promouvoir des standards ouverts et transparents, et garantir la sécurité des données par des lois adaptées. Mais la question demeure. Comment transformer ce souffle d'émancipation en un véritable pouvoir partagé? La suite de l'histoire dépendra de la capacité à bâtir un socle numérique solide, sans sacrifier la liberté au nom du progrès. La question n'est plus seulement de savoir qui imprime la monnaie, mais qui possède la clé de l'architecture numérique. Aujourd'hui, l'Afrique est à un carrefour. L'occasion de concevoir ses propres infrastructures numériques ne relève pas simplement de la technologie. C'est une question de pouvoir, de gouvernance, de destin collectif. Investir dans les réseaux, les plateformes de paiement et la cybersécurité revient à poser les fondations d'une nouvelle indépendance. À chaque transaction conservée sur le continent, une victoire discrète s'inscrit contre l'histoire de la dépendance. Mais le danger rôde. Confier la conception ou la gestion de ces structures à de grandes puissances extérieures, venues d'Amérique, d'Europe ou d'Asie, revient à remplacer une tutelle par une autre.
L'indépendance ne se délègue pas, surtout à l'ère du code. Les protocoles ouverts, les standards africains, la maîtrise des données ne sont plus des choix. Ils deviennent des nécessités fondamentales. Le passé le prouve. À chaque fois qu'une technologie clé est externalisée, une parcelle du pouvoir collectif disparaît. Le rôle des dirigeants africains prend alors tout son sens. Des personnalités comme William Ruto ne peuvent plus se contenter de discours. Ils doivent engager leur pays dans la construction de systèmes robustes, transparents et inclusifs. Il ne suffit plus de proclamer la souveraineté. Il faut l'incarner, en mobilisant chaque communauté, chaque développeur, chaque citoyen pour façonner ensemble le futur numérique. Prenons l'exemple du Rwanda, qui a misé sur la formation intensive des ingénieurs, la création de hubs technologiques et la collaboration entre universités et entreprises locales pour réduire sa dépendance aux solutions importées. Ce modèle peut inspirer l'ensemble du continent. La menace, aujourd'hui, a changé de visage. La dépendance pourrait se réécrire en langage informatique. Les chaînes d'hier, faites de dettes et de devises, risquent de renaître sous la forme de plateformes privées, de clouds inaccessibles, d'algorithmes opaques. Qui contrôle l'architecture contrôle les flux de valeurs et donc l'avenir. Ce n'est pas un simple enjeu technique, c'est un choix de société. Abandonner la souveraineté numérique, c'est accepter que la richesse, la confidentialité, l'identité africaine soient administrées de l'extérieur. Mais il ne s'agit pas seulement d'éviter la dépossession. L'enjeu, c'est d'inventer un modèle d'indépendance durable et inclusive, où la richesse générée reste sur le continent, où chaque Africain peut participer sans filtre ni permission étrangère. C'est là la révolution silencieuse. Substituer la logique de l'autorisation à une culture de la participation. Une dernière question s'impose alors. Cette révolution, écrite en code par des millions d'Africains, peut-elle être arrêtée? Ou ne fait-elle que commencer? Pour comprendre ce qui est vraiment en jeu, il faut revenir sur la façon dont la monnaie et la technologie ont toujours été les armes invisibles des empires. L'histoire monétaire de l'Afrique éclaire les risques, mais aussi les promesses, du moment présent. À titre de comparaison, rappelons l'histoire du Japon à la fin du XIXe siècle. Confronté à la domination des puissances occidentales, le pays choisit la voie de la modernisation industrielle, bâtissant ses propres institutions financières et réseaux de communication. Cette stratégie lui a permis, en 2 générations, de s'imposer sur la scène mondiale. L'Afrique dispose aujourd'hui d'une occasion semblable. Et si la prochaine révolution africaine n'était qu'un simple update? Imaginez, après des décennies à voir chaque transaction filtrée, taxée, autorisée par des centres de pouvoir lointains, l'Afrique commence à écrire sa propre histoire. Pas à coups de drapeaux ni de déclarations, mais ligne après ligne, code après code, transaction après transaction. La souveraineté, aujourd'hui, ne se crie plus. Elle se construit, jour après jour, dans la discrétion des échanges numériques. Chaque paiement direct entre Lusaka et Abidjan, chaque conversion évitée avec New York, chaque plateforme créée par des ingénieurs locaux, tisse peu à peu une nouvelle toile d'indépendance. Ce n'est plus le drapeau qui fait la liberté. C'est la capacité à fixer le prix de son cacao, de son café, de ses idées. C'est refuser que la valeur produite à Accra soit validée à Washington, que la richesse de Kigali s'évapore à Londres. La puissance ne se compte plus en dollars, mais en lignes de code partagées et en règles choisies ensemble. Mais cette fenêtre ne restera pas ouverte pour toujours. À chaque instant, le risque existe de voir de nouveaux empires numériques imposer des chaînes invisibles, plateformes fermées, technologies étrangères, dépendances déguisées en progrès. L'histoire ne pardonne pas l'inaction. Alors, chacun doit choisir. Regarder l'histoire se faire ou devenir l'architecte de la prochaine page. Car la vraie révolution ne passe plus par la confrontation, mais par la construction. Elle invite à inventer, à participer, à reprendre la main sur le code qui façonne notre avenir. La souveraineté africaine ne viendra ni du rejet, ni de la nostalgie. Elle naîtra de la création patiente d'infrastructures, de standards, de cultures numériques ancrées dans le réel. Elle se verra dans chaque application, chaque règlement local, chaque formation d'ingénieurs. C'est dans ce mouvement invisible que se joue la dignité retrouvée du continent. Le choix est là, tangible. Continuer à dépendre ou réinventer l'indépendance. Laisser la richesse s'échapper
ou bâtir une économie où chaque transaction renforce le collectif. L'Afrique n'a plus à demander la permission. Elle peut désormais concevoir ses propres systèmes. Rien n'est écrit d'avance. L'enjeu, c'est la liberté de fixer ses règles, de protéger ses ressources, de dessiner un avenir commun. Chacun, à son niveau, peut contribuer à cette page nouvelle. Car la souveraineté ne se gagne pas dans les slogans, mais dans l'action concrète, chaque jour. Pour passer de la théorie à la pratique, il existe des étapes concrètes: former massivement des ingénieurs, créer des alliances entre universités africaines, investir dans les infrastructures numériques locales et promouvoir une culture de l'innovation ouverte. Les gouvernements peuvent instaurer des incitations fiscales pour les entreprises qui développent des solutions africaines. Les banques centrales peuvent garantir la liquidité des plateformes régionales. Et les citoyens peuvent s'approprier les outils numériques pour participer activement à cette transformation. En somme, l'avenir de l'Afrique ne se décidera plus dans les chancelleries occidentales. Il s'écrit, ici et maintenant, sur chaque écran, dans chaque code, à travers chaque transaction qui échappe à la logique de l'Empire. La question, enfin, se referme comme une promesse. Et si la révolution silencieuse d'aujourd'hui était, demain, le fondement d'une souveraineté incontestée?